Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'Institut des Amériques sur le campus Condorcet Aubervilliers pour une nouvelle séance du séminaire Perspectives transaméricaines organisé conjointement par l'Institut des Amériques et l'École normale supérieure. Avant de commencer cette séance, je voudrais dire juste un mot de solidarité avec l'Ukraine qui actuellement connaît une épreuve absolument effroyable. Et bien maintenant, revenons aux Amériques et cette séance sera modérée par Jean-Baptiste Thomas, qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers et également à l'École polytechnique en civilisation latino-américaine. Il présentera lui-même ses invités, mais je voudrais aussi donner d'abord la parole à notre président de l'Institut des Amériques, Yves Saint-Jour, historien, diplomate, membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui va nous dire quelques mots sur cette séance qu'il a contribué à élaborer. Merci Paul-Henri. Bonjour à tous et d'abord bonjour aux deux participants de cet exposé conférence débat, Emmanuel Sinardet, avec qui j'ai un compagnonnage intellectuel parce que nous avons travaillé l'un il y a très longtemps, dans le siècle dernier, l'autre beaucoup plus récemment, sur l'Équateur, pays que nous chérissons tous, et puis évidemment Pape, que je salue, cher Pape, avec qui un autre compagnonnage me lie autour. D'ailleurs, je ne fais pas de publicité, d'une revue très importante qui s'appelle l'Histoire et qui vient de publier pour son numéro de mars, La Fabrique des races. Il y a un entretien de Pape Ndiaye dans ce numéro tout à fait exceptionnel, qui est un numéro à la fois exigeant, courageux, sur cette question tout à fait essentielle qui traverse notre débat public aujourd'hui en France. Paul-Henri évoquait le drame ukrainien, il traverse même le drame ukrainien, on peut le dire, pour quelques raisons qui pourraient être développées, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et en tout cas qui traverse évidemment le débat public en France et qui aussi est au cœur des préoccupations à la fois américaines dans son ensemble, nord-américaine, latino-américaine, et bien sûr je crois que nous tirerons tous le plus grand profit de ces échanges qui vont être donc modérés, animés par Jean-Baptiste Thomas qui est avec nous et qui va introduire la problématique et les participants. Alors, merci à vous Paul-Henri, merci Yves, merci évidemment à nos invités, Emmanuel ici présente et Pape qui est en distanciel aujourd'hui, et qui ont à la fois la lourde mais également tâche très enthousiasmante, y compris parce que la période que nous traversons, la séquence préélectorale qui est quasiment électorale, en réalité pose un certain nombre de questions qui font écho en tout cas à la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, et qui a été pensée d'abord dans le cadre du programme d'agrégation d'espagnol 2022, la question de civilisation hispano-américaine, qui est moderniser la nation, race et citoyenneté dans les Andes, Bolivie, Équateur, Pérou, 1880-1925. Et nous avons choisi d'élargir la focale en interrogeant l'entièreté de l'hémisphère, donc à la fois la partie nord-américaine et sud-américaine, en abordant sans doute au passage, mais y compris la Caraïbe, avec nos deux invités de ce soir, donc Emmanuel Sinardet, qui est professeur d'université en études latino-américaines à l'Université Paris-Nanterre, qui est spécialiste de l'Équateur contemporain, qui est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur les questions de l'Équateur à la fois au fin 19e, 20e et aujourd'hui, et qui coordonne avec Françoise Martinez et Lissel Quiros, ce qui est sans doute la Bible de tous
agrégatives et de toutes les agrégatives aujourd'hui en France, qui est donc Race et citoyenneté dans les Andes, qui reprend donc l'ouvrage chez Atlan, qui reprend la question de l'agrégation, la question au programme de l'agrégation. Et pour la partie nord-américaine, Pape Ndiaye, qui est depuis 2021 directeur général du Palais de la Porte Dorée, qui dirige donc le musée de l'histoire de l'immigration, qui est professeur à l'Institut de sciences politiques de Paris, et qui, en plus d'être un spécialiste d'histoire états-unienne, d'histoire sociale des États-Unis, des questions des minorités aux États-Unis, est l'un des pionniers en France des études sur la condition noire, pour reprendre le titre de son ouvrage de 2008, ou des conditions minoritaires dans l'Hexagone, où ce que on contribuera nous essaierons de cerner, en tout cas, sur ces questions de race, entre guillemets, bien entendu, puisque, comme vous le savez, les races n'existent pas, mais néanmoins, elles tuent, comme disait Colette Guillaume. Donc, sans plus de présentation, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet en vous donnant la parole, Emmanuel et Pape. Peut-être veux-tu commencer, Emmanuel, de façon à ce que nous passions après au volet, au versant nord-américain. Et puis après ces deux présentations conjointes, nous passerons à des débats, à des questions, à un échange qui pourra être fait avec à la fois les participantes et les participants en salle, mais également celles et ceux qui nous suivent à distance. Très bien. Donc je remercie évidemment l'IDEA de cette invitation et puis ce séminaire transaméricaine. Et si je vais bien évidemment parler de la notion de l'idée de race, avec les guillemets qui s'imposent, c'est aussi en lien avec cette question au programme de l'agrégation que je vais le faire. Et je vais essayer de poser ce qui me semble être les enjeux à travers l'articulation, ou plus exactement la mise sous tension des trois termes du sujet, modernisation, race, citoyenneté, dans le contexte de la construction de l'État national. C'est peut-être de ce point de vue-là aussi qu'on pourra aborder de façon comparée peut-être le nord et le sud, pour le dire un peu brutalement. Voilà, et pour plus de clarté, je vais essayer de le faire en 5 points, sans dépasser le temps qui m'a été imparti. Je vais donc faire un partage d'écran. Voilà, il y a très peu de diapositives, mais c'est plus en appui. Donc, ancien point, et je vais tout de suite passer à la diapo numéro 2, si j'y arrive. Donc, le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de la race, et en soulignant une spécificité de l'Amérique hispanique par rapport aux autres aires, c'est qu'au 19e, la question de la race émerge dans le sillage de ce qui a été appelé le sistema de las castas, le système de castes, et de ses catégories. Et en quelque sorte, l'idée de race vient prolonger, en les reformulant, des idées, mais aussi un ordre social hérité de la période coloniale. On le voit très bien dans la façon dont sont exprimés les premiers recensements. Je citerai que 2 exemples très rapidement. 1858, Villavicencio, dans le cas équatorien, postule l'existence de 4 races, mais quand il les définit, c'est dans des termes et selon des catégories qui préexistaient déjà à l'époque coloniale, blancs descendants d'Européens, indiens descendants décolonisés, noirs sans mélange, et puis les fameux sans mêlés, mélange de noirs avec blancs et indiens. Il ajoute une autre race, c'est-à-dire les sauvages d'Amazonie. En 1870, peu après, là aussi, Pedro Fermín Ceballos postule l'existence de 3 races, entre guillemets, pures dans les pays qui fonctionnent comme un substrat, race indienne, race noire, race blanche, et là encore, ce sont des catégories qui étaient posées à l'époque coloniale, et toujours avec cette idée de substrat qui se combinerait et se déclinerait dans des formes de mélange. On pourrait multiplier les exemples, mais ce que je veux dire par là, c'est que la mobilisation de l'idée de race contribue finalement à ce que le sociologue péruvien Aníbal Quijano appelle la colonialité du pouvoir, un premier pont avec l'idée de citoyenneté, dans le cadre institutionnel, juridique, politique, organisé par les constitutions, lesquelles postulent toute la citoyenneté comme quelque chose d'universel, délié des particularismes religieux, évidemment, on pense au cas de l'Équateur, mais racial aussi. Donc ce sont
finalement ces pratiques de domination reformulées dans un cadre tout à fait légal que nous invite à prendre en considération la question de l'agrégation. Je vais passer à la deuxième entrée du sujet, qui est la question de la modernisation. Alors, il n'attend pas évidemment les années 1880 pour être posé. On trouve déjà des discours autour d'une nécessaire construction nationale posée sous ce lemme progrès et civilisation dès les années 1820-1830, et il suffit de lire Rocafuerte dans les années encore de 1830 et 1840. Ici, en tout cas, fin 19e, la modernisation est pensée depuis la notion du progrès positif. Et c'est cette idée de progrès positif qui oriente le projet de construction nationale des élites au pouvoir. L'idée de progrès est tout à la fois un moyen, l'objectif à atteindre, un idéal et même une valeur. Et elle s'inscrit dans cet horizon qui est la civilisation, qui est dans ce cas-là à comprendre à la lumière d'une échelle presque graduée, j'y reviendrai, de l'évolution des groupes humains et des sociétés humaines. Le progrès s'inscrit, on l'a compris, dans une pensée positiviste, qui a donc aussi son pendant humain, qui nous occupe particulièrement ici, l'évolutionnisme, et une de ses variantes, évidemment, le darwinisme social, l'eugénisme à partir des années 1910-1920. Donc en Amérique latine, et pas simplement dans les pays andins, mais en Amérique latine en général, les élites politiques prennent pour modèle les nations dites, c'est la terminologie de l'époque, avancées. Et ce modèle appelé la civilisation fonctionne comme un référent, comme quelque chose d'éminemment normatif, à partir duquel, sur cette échelle graduée, se décline tout le reste. Et ceux qui vont apparaître par opposition comme des retardés, attardés, archaïques, suivant les discours. Et finalement, les élites s'identifient complètement avec ce modèle culturel eurocentré, ce que, dans le cas du Mexique, François Graziani-Guerra appelait l'euro-américain. Et moderniser la nation, c'est permettre l'intégration au concert de ces nations considérées comme avancées, civilisées, concert des nations étant une autre expression très fréquente à l'époque. C'est ça, ce qu'entendent les élites par moderniser. Donc ce processus de modernisation passe par différentes réformes sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici faute de temps, mais elles sont extrêmement complètes. C'est-à-dire que c'est à la fois de l'économique, du politique, de l'institutionnel, du culturel, de l'éducation, mais c'est aussi de la biopolitique. Je vais y revenir dans le troisième point. Donc les élites au pouvoir partagent un imaginaire par lequel auquel elles s'identifient, mais aussi par lequel elles vont faire entrer l'idée de la race. Et selon cette position positiviste de l'humanité, comme une dynamique d'évolution vers le progrès, il y a ces groupes avancés, les civilisations, vers lesquels il faut tendre et qu'il s'agit, c'est l'objectif, de rejoindre. Et il y a donc, par contraste, d'autres groupes retardés, attardés, avec du reste des degrés extrêmement divers de retard qui définissent autant de races et de catégories racialisées. Évidemment, les populations autochtones représentent là un élément jugé archaïque, au point de représenter un obstacle à cette course vers le progrès et la modernisation. Et c'est donc de ce point de vue-là qu'apparaît cette idée d'un problème indien, problema del indio, problema indigena, qui se décline sous cette terminologie dans les différents discours des élites au pouvoir. Et problème indien uniquement dans cette logique positiviste et dans cette façon de définir un modèle normatif de culture nationale qui n'est finalement celui des élites, présenté comme la culture nationale et la seule possible. Évidemment, c'est surtout des Indiens que nous avons parlé dans le cas des Andes, puisque c'est la population la plus importante, parfois majoritaire dans certaines régions, et c'est aussi la principale force de travail. Un commentaire sur l'idée de race dans le cas andin, puisque c'est peut-être un point de comparaison intéressant avec le Nord, c'est qu'il y a bien une dimension biologique. L'évolutionnisme,
s'appuie sur la biologie, en particulier les théories de Darwin et de Lamarck, s'agissant de cette théorie de l'évolution des espèces. Et il y aurait des formes de société moins adaptées, moins viables, destinées à disparaître et à céder la place à des formes humaines de société beaucoup plus perfectionnées. Bien. Mais on le voit, poser les choses en ces termes, c'est associer le biologique au culturel. Et dans le cas des pays andins, il y a une très forte corrélation entre les deux dimensions, puisque ce fameux retard, cet archaïsme, serait aussi lié à des comportements, alors définis comme dañinos, perniciosos, préjudiciables, c'est-à-dire finalement que des critères sociaux et culturels sont mobilisés pour expliquer des phénomènes qui agissent comme des venins biologiques avec des effets ratios sur plusieurs générations et dans le temps. On a donc une biologisation, je vais le dire comme ça, des différences culturelles. Et c'est pour cela, finalement, qu'on peut penser à la fois la dégénérescence, mais aussi la régénérescence potentielle, possible. Et c'est de ce point de vue qu'on peut penser, qu'est pensée à l'époque la perspective d'une amélioration de la race. Mejoramiento de la raza était évidemment une autre de ces expressions extrêmement fréquentes. Alors, selon cette théorie évolutionniste, l'Indien doit disparaître en tant qu'Indien. Et on le voit, ce projet trouve à être mis en scène dans les célébrations du centenaire des indépendances, 1925 en Bolivie, 1921 au Pérou. Dans les deux cas, il y a une série de festivités, de commémorations, d'événements qui tous invisibilisent l'Indien. Il n'apparaît pas. Et on voit bien que moderniser la nation, c'est désindianiser et c'est blanchir par la désindianisation. Alors en quoi le cas des pays andins se prêterait tout particulièrement à cette réflexion sur une articulation entre modernité et race? Alors évidemment, je l'ai déjà dit, une importante population autochtone habite les trois pays et c'est aussi la principale force de travail. D'où la centralité de la question de la race et de la modernisation, les deux liés dans les discours. Par ailleurs, dans le cas de la Bolivie et du Pérou, il y a aussi d'intenses débats à l'issue de la défaite de la guerre du Pacifique 1879-1884. Et ces débats cherchent à comprendre les causes profondes de la défaite. Pour les causes immédiates, il y a très vite des consensus. Les réflexions et les débats particulièrement intenses naissent autour de ces causes profondes. Alors il y a des divergences, je ne vais pas y revenir, mais tous s'accordent à considérer que l'un des facteurs essentiels de la défaite aura été une forme d'apathie, d'indifférence de ce qu'ils appellent des masses indigènes, et apparaît la question de la, non plus de la modernisation seulement, mais véritablement de la survie de la nation, depuis le prisme de la question de la race, parce que les populations indigènes seraient, c'est en tout cas la perception qui en résulte, un élément étranger au corps national. Construire la nation, la sauver même, implique au préalable de la débarrasser de ces éléments étrangers. Alors, je vais revenir, évidemment, c'est l'idée de régénération. Le troisième point qui me semble représenter un aspect déterminant pour comprendre véritablement la centralité de cette articulation modernisation-race dans le cas des pays andins, c'est l'émergence d'oligarchies issues des activités agroexportatrices et extractivistes qui entendent accélérer l'entrée des économies nationales dans le marché mondial. Et là, le problème indien réapparaît sous une autre forme économique, celle-là, et cette fois, le retard, l'archaïsme est associé à une autre idée qui est l'inutilité de l'Indien. Et c'est pour cela aussi qu'il ferait obstacle au progrès en tant que développement économique. L'Indien est peu productif, voire carrément improductif dans certains cas.
Et donc, on le voit bien, émerge ce qui est appelé el problema del indio de façon multidimensionnelle, alors militaire bien sûr, économique, politique, culturelle, et j'ajouterais morale et éthique, puisque poser un problème indien, c'est immédiatement songer à des solutions. Le diagnostic appelle des réformes et des politiques qui entendent œuvrer pour son bien, de façon très verticale, à son émancipation et à sa libération. Alors, vous voyez, je dis l'Indien au singulier, je reprends évidemment la terminologie de l'époque, puisque cette façon d'aborder la question de la race indienne implique une réification des populations autochtones dans tout ce qu'elles ont de varié. Elles sont en quelque sorte chosifiées et réduites, assignées à une catégorie, la raza indigena, même si ensuite différents groupes et sous-groupes apparaissent dans cette raza indigena. Évidemment, dans tous les cas, il s'agit d'augmenter, de consolider depuis l'État un contrôle sur ces populations autochtones au nom même de leur protection. Et j'arrive à mon troisième point qui est ce qui permet véritablement de nouer, de relier la question de la modernisation et la question de la race dans un contexte de consolidation de l'autorité de l'État national, c'est la question de la régénération. Alors, dans le cas des pays andins, et peut-être peut-on le discuter ensuite dans une perspective comparatiste avec le Nord, dans le cas des pays andins, l'idée de régénération est sous-tendue par ce que Claude-Olivier Doron appelle un racisme de l'altération. Je m'explique. Doron distingue deux types de racisme. Le racisme de l'altérité, où la différence raciale est présentée comme un absolu, mais il existe un autre type de racisme qui nous intéresse ici, vous l'avez compris, c'est le racisme de l'altération, où les groupes racialisés appartiennent à l'humanité, mais sont par rapport à cet horizon de la civilisation qui fonctionne de façon normative, un écart, une déviation, une dégradation, d'où l'idée de retard et d'archaïsme dans le développement d'une humanité à réaliser. Et c'est à partir de cette conception extrêmement ambivalente, puisqu'elle inclut dans l'humanité, tout en excluant, en créant des hiérarchies, et bien c'est dans cette, ce que j'appelle moi une tension, et sur laquelle je reviendrai après, que se font des pratiques de domination, y compris les plus radicales. Pensons aux répressions des soulèvements indiens dans les années 1910 et 1920 dans les trois pays, y compris les plus radicales. Et ces pratiques de domination visent, en tout cas sont légitimées par l'idée qu'il faut corriger les déviations, régénérer les attardés et les humaniser et les émanciper. Et c'est de ce point de vue qu'on peut comprendre l'apparition de différentes métaphores. Alors d'abord la métaphore médicale. On pense évidemment à Alcides Arguedas, Pueblo enfermo, le peuple malade, ou à des métaphores autour de l'endormissement. Ces peuples autochtones présentés comme des altérés, eh bien, seraient des énergies endormies, assouplies, que l'action efficace de l'État permettrait de réveiller d'une sorte de somnolence afin de leur permettre la pleine expression d'un potentiel. Et puis il y a aussi l'autre, j'ai envie de dire, série de vocabulaire qui revient autour de l'abrutissement, embrutecido. Et cet abrutissement est souvent associé à ce qu'on appelle à l'époque la raza vencida, la race vaincue. D'ailleurs, dans le cas équatorien, raza vencida fonctionne comme un synonyme entier de raza indigena, indio, india. Il suffit de dire raza vencida, il n'y a pas besoin de préciser de quel groupe ethnique on parle. C'est por antonomasia, ces populations indiennes altérées. Donc il y a bien avec raza vencida l'idée que ces groupes autochtones font partie de l'humanité, mais que des conditions ici historiques liées à la conquête, à la colonie, puis au prolongement de certains mécanismes d'exploitation après l'indépendance, donc que des conditions historiques auraient dégradé. Donc l'histoire de ces peuples
ne serait plus devenue celle du progrès continu vers la civilisation, mais au contraire un parcours de la dégénérescence, et il suffit finalement de rectifier la déviation, action qui incombe à l'État. Et je le dis en creux, mais cette réflexion sur la race contribue, en dernier recours, à consolider l'autorité de l'État-nation comme un acteur principal et même un moteur de la construction nationale. Alors, ce racisme de l'altération n'empêche pas simultanément un racisme de l'altérité. J'en veux pour preuve ces chonchos, comme on dit au Pérou, qui désignent les sauvages d'Amazonie, ou pire encore, alors c'est la figure de la barbarie par excellence, celle du jibaro, el jíbaro, de la selva équatoriana, ce réducteur de tête cruel qui fait à peine partie de l'humanité. Alors évidemment, ces peuples des terres basses et d'Amazonie fonctionnent sur l'échelle de la graduation comme un point, on va dire, repoussoir en termes de sauvagerie. Ils sont au plus bas de l'échelle. Et d'ailleurs, les discours, ou en tout cas les projets politiques de régénération, ne s'adressent pas à ces groupes-là. À ces groupes-là, eh bien, on va les destiner encore à des campagnes d'évangélisation religieuse, et ce sont des missionnaires religieux qui ont pour mission de les civiliser. Il s'agit là, évidemment, de leur donner un premier vernis. On les juge encore trop loin ou trop lâches, un lien trop lâche avec cette civilisation. Alors, j'y reviens, régénérer, c'est désindianiser pour mejorar la raza, améliorer la race. On pourrait le faire avec des politiques migratoires, appliquant ce que Jacques Ramirez appelle el aperturismo segmentado, c'est-à-dire une ouverture segmentée, où l'on distingue des bons migrants et des mauvais migrants, des migrants désirables et des migrants indésirables, et évidemment, ces catégories se superposent exactement à des catégories raciales. Le bon migrant, vous l'avez compris, c'est el blanco, el europeo, la raza blanca, la raza caucasiana. On voit déjà apparaître le terme de caucasien dans ces textes. À l'inverse, ces non désirables, outre les négros, ce sont aussi les chinos, dans le cas de l'Équateur, et même les gitans. Là, je n'ai pas le temps de développer l'héritage de cette idée de lignage, de pureté de sang qui excluait les gitans, mais on peut y voir évidemment un héritage de la période coloniale. J'arrête là. Donc, les trois pays, la Bolivie, le Pérou et l'Équateur, se sont efforcés de lancer des politiques migratoires, comme le faisaient au même moment d'autres pays de l'Amérique latine, pensons tout simplement à l'Argentine. Les résultats ont été jugés très peu satisfaisants, voire un échec dans le cas de l'Équateur, si bien que, vous l'avez compris, la question de la régénération est véritablement centrale dans ces trois pays pour tenter de mejorar la raza et par ce biais de moderniser la nation. Et c'est là que j'arrive à mon quatrième point, où il s'agit d'articuler modernisation race avec citoyenneté. Et a priori, les termes race et citoyenneté s'opposent. Je posais la question, est-ce que c'est un oxymoron? Ils devraient même s'exclure. La figure du citoyen moderne, selon le modèle républicain libéral, induit une forme d'universalité. Une universalité qui ne laisse pas de place ni au particularisme de type religieux, ni même au particularisme de type racial. Donc construire le citoyen moderne, ce serait forcément effacer, annuler la frontière raciale entre Indiens et blancs métis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut croire lorsque l'on lit les textes de l'époque par petits fragments au lieu de les lire dans leur entièreté. Et je pense particulièrement à un discours du libéral équatorien Nicolás Martínez en 1916, lorsqu'il réclame d'énergiques réformes éducatives permettant de corriger, je le cite, los vicios y defectos, les vices et les défauts des Indiens,
afin de faire d'eux verdaderos ciudadanos, de vrais citoyens. Donc, il s'agit bien, en effet, d'inclure, même si ce n'est pas une visée acculturante de la transformation, de la civilisation de ces populations. Mais la question d'agrégation nous invite en réalité à observer cette tension constante entre inclusion du côté de la citoyenneté et exclusion du côté de la race, pour observer comment finalement ces deux termes s'avèrent parfaitement compatibles. La tension, qu'il faut souligner évidemment, n'est pas du tout paradoxale. Alors Clément Thibault, qui a travaillé sur différentes aires culturelles et tout le 19e, affirme que le républicanisme est une notion vaste et malléable qui peut s'avérer parfaitement compatible avec l'inégalité des races. Et c'est ce qu'on voit ici par le biais de cette idée de l'altération, d'un racisme de l'altération. Clément Thibault va même plus loin. Pour lui, l'introduction de la notion de race nourrit à la fois des stratégies de domination, et on voit très bien lesquelles, très verticales, contrôle sur les populations autochtones, mais aussi, et en même temps, des stratégies de lutte contre ces deux dominations. Et on pense tout de suite à tous ces discours autour de la nécessaire émancipation, libération de l'Indien, notamment par les libéraux équatoriens de la fin du XIXe siècle. Or, les deux vont ensemble. Les projets de régénération, ce qu'en Équateur on appelle d'incorporation à la nation, sont à la fois en même temps inclusifs et exclusifs, sans que ce soit incompatible. Je prends un simple exemple, dans la constitution bolivienne même, celle de 1880, et qui reste en vigueur jusqu'en 1936, eh bien, il existe une restriction censitaire qui permet d'exclure de la citoyenneté de façon légale, tout en proclamant la citoyenneté dans son universalité, eh bien, permet d'exclure tous les hommes vivant tirant un revenu d'activité de service domestique, et dans les faits, ce sont les Indiens et une grande partie des métis qui sont exclus de la citoyenneté. Pensons 1920 encore, le cas péruvien avec cette ley de conscription viale, qui se veut universelle, mais qui, dans son application, avec une série de mécanismes qui sont tout à fait légaux, finit par ne peser que sur les populations autochtones. Elle cesse d'être universelle, et il y a finalement une remise en question de ce principe même de l'égalité des droits et des devoirs qui est constitutif de l'idée de la citoyenneté moderne. Et que dire du cas équatorien, 1916-1918, deux mesures sont supposées supprimer le concertare pesant sur les Indiens, mais en même temps est réintroduite une mesure autorisant de façon complètement légale, encore une fois, dans le cadre institutionnel, eh bien, un travail obligatoire qui ne pèse que sur les communautés autochtones. Donc, on le voit bien, ce principe constitutionnel de l'égalité juridique est posé, et en même temps, de façon légale, dans ce même cadre, existent des mécanismes qui créent, qui prolongent de la domination en rompant cette même égalité des droits et des devoirs inhérentes à la citoyenneté moderne. Et j'arrive à mon dernier point très rapidement et pour terminer. Cette tension qu'on a observée entre citoyenneté et race trouve sa résolution, une possible réponse en tout cas, dans ce que j'appellerais l'inclusion subordonnée. Et à cet égard, les réformes éducatives menées à l'époque sont très éclairantes. Alors, prenons l'éducation primaire qui s'adresse aux populations autochtones dans les trois pays. Alors on peut y voir en effet un mécanisme d'inclusion. Mais en même temps, on trouve très clairement des logiques de différenciation raciale dans le système éducatif, c'est-à-dire dans le cadre institutionnel, qui permettent d'assigner les populations autochtones à des positions sociales subalternes. Si bien, et je reviens à mon idée de départ avec la race, la structure hiérarchique coloniale n'est pas
remise en question. Elle perdure sous d'autres formes. Et c'est ce que dit, c'est pour ça que je propose cette citation de Guerrero, qui voit, lui, la construction de la citoyenneté au XIXe siècle comme un champ de domination. Alors, logique de différenciation raciale en Bolivie, pensons d'abord aux innovations de 1910, puis la création en 1919 de cet Estatuto para la Educación de la Raza Indígena. En Équateur, en 1912, c'est la tentative de création de una escuela predial. Dans tous les cas, il s'agit de donner un enseignement de base qui n'envisage absolument pas une mobilité sociale de l'Indien, lequel reste assigné à un milieu rural, ou dans un autre cas, au milieu du petit artisan. Il doit être un bon soldat, bon producteur en tant qu'artisan paysan. Bref, il doit devenir cet élément utile au progrès national, mais toujours assigné à des positions subalternes. Et je terminerai sur cette dernière idée qui fait qu'on peut parler en 1925 d'une citoyenneté de seconde classe pour ces groupes racialisés. J'arrête là. Merci beaucoup Emmanuel pour avoir posé ces grands axes de réflexion centrés sur l'ère indienne autour de la période en 1880, années 20 et un peu au-delà. Et sans doute maintenant pourrions-nous passer au nord, alors un nord improprement appelé nord, puisque je crois qu'il y a un sud, y compris dans ce nord, dans un deep south, qui joue son rôle également et qui très certainement nous propose là aussi des éléments de réflexion pour penser au niveau hémisphérique, mais également pour penser aujourd'hui au-delà de ce côté-ci de l'Atlantique. Pape, c'est à vous. Merci beaucoup. Je salue les amis et les collègues, évidemment. Je vais donc me centrer sur le cas des États-Unis. Ma connaissance de l'Amérique du Sud est beaucoup plus légère et donc les questions et les réflexions pourront s'élaborer ensuite dans des perspectives comparées si c'est possible, mais mon propos sera centré sur les États-Unis. Au fond, je reprendrai à la fois les propos d'Emmanuel en conclusion et le cadre chronologique du programme d'agrégation d'espagnol qui correspond donc à la fin du 19e et au début du 20e siècle, pour dire que c'est bien à ce moment-là que se durcit aussi aux États-Unis ce qu'on pourrait effectivement appeler une citoyenneté de seconde classe, de seconde zone, troisième zone même, à un moment marqué par ce que les historiens américains appellent le nadir de l'exclusion raciale, c'est-à-dire le point le plus bas peut-être dans l'histoire nord-américaine de l'exclusion raciale. C'est vrai pour les descendants d'esclaves et les anciens esclaves. Pour les Africains-Américains, c'est vrai aussi pour, comme on le verra, pour les Amérindiens, c'est vrai aussi pour certaines catégories de migrants qui sont considérés comme peu désirables, voire comme devoir franchement être exclus de la communauté politique. Je vais quand même revenir un peu en arrière avant d'arriver là, pour remarquer que du côté de la Constitution des États-Unis, la question de la citoyenneté n'est pas posée, elle n'est pas du tout réglée. Le mot de citoyenneté ou le mot de citoyen n'est pas présent dans la Constitution américaine. Elle parle des habitants, du peuple, des personnes et non pas des citoyens. De telle sorte que la citoyenneté à la fin du XVIIIe siècle est plutôt entendue par défaut dans une sorte d'acception minimale en fait, de l'appartenance à une communauté nationale souveraine sans présumer de droits spécifiques qui seraient attachés à elle. Ce qui est clair, c'est que les esclaves et les Indiens n'en étaient pas de cette communauté nationale, mais on n'alla pas plus loin. Vous savez que la Constitution des États-Unis, elle est très très brève, hein, c'est quelques pages, très évasive, puisque les sujets de discorde entre les pères de la Constitution étaient très nombreux, très importants, et donc George Washington en particulier
a décidé, pour que la Constitution puisse être ratifiée en 1787, de mettre sous le tapis tous les sujets qui posaient problème. Et donc, la question de la citoyenneté passe sous le tapis. La question de l'esclavage aussi passe sous le tapis, puisque le mot, le terme esclave ou le terme esclavage n'est pas non plus présent dans la Constitution des États-Unis. Tout est très, très évasif parce qu'il fallait bien parvenir à un vote et à un accord minimal. Et donc, la question de la citoyenneté, elle est réglée progressivement au XIXe siècle de deux manières, par les États, par les différents États fédérés, avec des variations très importantes entre ces États, et puis les cours de justice qui, dans ces États, ou bien à l'échelle du pays, avec la Cour suprême, se sont en quelque sorte chargés de donner un contenu positif à la citoyenneté. Cette question donc de la citoyenneté, elle se règle à l'échelle des États, et plusieurs historiens comme Alex Kessar ont montré à quel point en fait la vie politique dans le premier 19e siècle aux États-Unis, eh bien justement, elle est organisée autour des droits liés à la citoyenneté, en particulier à la question du droit de vote. Qui a le droit de voter? Cette question n'est pas non plus présente dans la Constitution des États-Unis. Et donc, selon les États, il y avait des variations très, très importantes entre qui pouvait voter, qui ne pouvait pas voter. Le suffrage censitaire, par exemple, était très répandu, puisqu'on considérait qu'un habitant très pauvre des États-Unis était en quelque sorte prisonnier de sa pauvreté, qu'il n'avait pas droit, et qu'il ne pouvait pas exercer sa liberté politique. Mais ce qui est de toute façon très clair, à l'exception du Vermont, mais dont la population africaine-américaine était quasiment inexistante à la fin du XIXe siècle, tout le monde était à peu près d'accord pour exclure politiquement les Noirs, qu'ils soient esclaves ou qu'ils soient libres. Dans les années 1820 et 1830, le nombre d'Africains-Américains libres qui se réunissent pétitionnent afin que leur voix compte est très, très important, de même que des Américains blancs pauvres qui, eux aussi, protestent contre le suffrage censitaire. Donc, la question, à la veille de la guerre de sécession, est importante, celle de savoir si les Noirs libres sont bien citoyens des États-Unis. Et c'est la Cour suprême, dans un arrêt célèbre de 1857, l'arrêt Dred Scott v. Sanford, qui en décide. Alors, Dred Scott était un esclave que ses maîtres avaient emmené avec eux depuis le Missouri, qui était un État esclavagiste, vers des territoires où l'esclavage était interdit, avant que les maîtres ne reviennent dans leur état d'origine. Et Scott avait poursuivi en justice ses maîtres en arguant que, puisqu'il avait résidé dans une région sans esclaves, il était juridiquement plus un esclave, mais un homme libre. Et la Cour suprême en a décidé autrement en disant que, la décision, je cite, « La question est simplement celle-ci, est-ce qu'un Noir dont les ancêtres furent importés dans ce pays et vendus comme esclaves peut devenir un membre de la communauté politique formée et créée par la Constitution des États-Unis et à ce titre bénéficier de tous les droits, privilèges et immunités garantis aux citoyens. Nous pensons que les Noirs ne sont pas inclus dans le mot de citoyen de la Constitution et donc qu'ils ne peuvent pas se réclamer des droits et privilèges liés à la citoyenneté des États-Unis. » Je précise donc toujours qu'il n'y a pas de mot de citoyen dans la Constitution. Bien au contraire, ils étaient à cette époque considérés comme une classe subordonnée et inférieure d'êtres humains qui devait être soumise à la race dominante et, émancipée ou non, devait rester soumis à son autorité et n'avait aucun droit ou privilège, si ce n'est, je cite, ceux que le gouvernement pourrait leur accorder. En conséquence, puisque Scott n'était pas et ne pouvait être citoyen des États-Unis,
sa requête devant une cour de justice était nulle et non avenue. Et donc, on voit bien qu'aux yeux de la Cour suprême, les Noirs libres, comme Scott ou anciens esclaves, n'étaient pas citoyens et ne l'avaient jamais été. La situation change partiellement avec la guerre de sécession, l'abolition de l'esclavage et le 14e amendement aux États-Unis, ratifié en 1868, qui, pour la première fois, introduit la notion de citoyenneté dans la Constitution américaine. Alors voilà ce que dit le 14e amendement. Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est soumise à leur juridiction et citoyenne des États-Unis et de l'État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n'appliquera de loi qui restreindrait les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis, ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale, ni ne refusera à quiconque relevant de sa juridiction l'égale protection des lois. Ce 14e amendement donc associe clairement ici, donc mentionne le mot de citoyen est donc présent et associe à ce mot-là des privilèges et des immunités liées à la citoyenneté. Vous noterez aussi que dans ce 14e amendement, il est précisé qu'il s'agit de toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et soumise à leur juridiction. Cette précision soumise à leur juridiction permet en fait d'exclure la population indienne qui n'est pas considérée comme soumise à la juridiction de la République américaine. Et donc, les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, ne sont pas concernés sauf cas tout à fait exceptionnels, ne sont pas concernés par ce 14e amendement. Bien entendu, ce que vous savez sans doute aussi, c'est que la fin du 19e siècle aux États-Unis se caractérise par des subterfuges juridiques par lesquels les anciens États esclavagistes du sud des États-Unis vont contourner le 14e amendement ainsi que le 15e amendement qui prétendait enfoncer le clou du droit de vote et de la citoyenneté en inventant des subterfuges juridiques donc permettant d'exclure du droit de vote les nouveaux citoyens. En principe, le 14e et le 15e amendement garantissent le droit de vote par la citoyenneté par le droit de vote, c'est le lien qui est fait, mais les États du Sud mettent en place, surtout à partir des années 1890, des systèmes permettant d'écarter du droit de vote. C'est la loi du grand-père qui existe en Louisiane jusqu'en 1915. Ce sont des lois qui sont très souvent des lois liées à des tests d'alphabétisation, des tests de compréhension de la Constitution, que ceux que l'on veut écarter ne réussissent pas, bien entendu. Ce sont aussi des lois qui précisent que les citoyens doivent payer une taxe, un impôt, ce qui permet d'exclure qui on veut, y compris d'ailleurs une population blanche pauvre. Et donc, les années 1890 et le début du XXe siècle aux États-Unis se caractérisent par non pas l'exclusion de la citoyenneté, mais l'invention d'une citoyenneté de deuxième zone, d'une citoyenneté dans laquelle on place les descendants d'esclaves, les Indiens, comme je disais, les Amérindiens étant exclus du droit de vote, au moins jusqu'en 1924, jusqu'à l'acquisition de la citoyenneté pour les Amérindiens, mais en réalité, cette exclusion du droit de vote se poursuit bien au-delà de 1924 pour les Amérindiens. On constate donc qu'à partir des années 1890, la population d'électeurs africains-américains dans le sud, là où ils sont de toute façon très massivement concentrés, cette population d'électeurs disparaît en réalité
quasiment dans des proportions de 8 dixièmes, 9 dixièmes, de telle sorte que à partir du début du XXe siècle, la population africaine-américaine ne peut plus voter aux États-Unis, et ce sera vrai dans le sud des États-Unis jusqu'aux années 60, jusqu'à la fameuse loi sur le vote de 1965, d'août 1965, et encore la question se pose encore aujourd'hui, on pourrait y revenir si vous... Et donc le début du XXe siècle, c'est bien l'invention d'une citoyenneté à 2 étages, en quelque sorte, une citoyenneté qui est assortie de droits, et puis d'une citoyenneté minimale, en quelque sorte, faisant simplement référence à l'appartenance à une communauté nationale, mais une communauté dépourvue de droits, et en particulier dépourvue de droits civiques. La deuxième caractéristique de cette fin du XIXe siècle, ce n'est pas simplement, si j'ose dire, la marginalisation, l'exclusion politique de la population anciennement esclave, c'est aussi celle de la construction d'un impérialisme américain sur lequel de très nombreux historiens se penchent aujourd'hui, avec en particulier, à partir de 1898, l'installation des États-Unis dans les anciennes colonies espagnoles, les Philippines, Cuba, Porto Rico en particulier. Et justement, cette installation impériale des Américains, au-delà disons, de l'espace continental des États-Unis, s'accompagne d'un discours idéologique qui se construit autour de ce qu'on appelle l'anglo-saxonisme et de l'invention des anglo-saxons. Et c'est d'ailleurs pour ça que le terme d'anglo-saxon, qui est encore très couramment utilisé dans la presse, etc., est un terme très problématique. Je suis toujours un peu fâché quand j'entends un journaliste dire les anglo-saxons. C'est une invention des années 1860-1870 qui, au fond, vise à bien distinguer une race en quelque sorte supérieure, la frange supérieure et avancée du monde blanc, en fait, du reste. Et c'est une littérature, la littérature anglo-saxoniste, qui apparaît donc tout à la fin des années 1860. Je vous renvoie au parlementaire britannique Charles Dilks, qui publie l'ouvrage Greater Britain en 1868, où il remarque les caractères communs au peuple de langue anglaise. Et puis, cela se répand dans la presse américaine dans les années 1870 et dans la vie politique. Le futur président Theodore Roosevelt publie en 1889 The Winning of the West, ouvrage dans lequel Roosevelt estime que l'essor de la race anglo-saxonne est la caractéristique principale de l'histoire moderne. Et donc, cette littérature associe la Grande-Bretagne et les États-Unis dans le même camp, celle d'une alliance entre 2 nations supérieures qui leur permet une coopération efficace dans les territoires colonisés. En 1896, le futur président McKinley expose les 2 objectifs de l'expansion américaine future, le commerce extérieur et la civilisation, susceptible d'apporter prospérité et prestige aux États-Unis. Et donc, il y a bien, à ses yeux, une civilisation anglo-américaine qui représente la pointe avancée, dominante, sophistiquée en quelque sorte, du monde blanc, avec une dimension très, très racialiste et très exclusive. Cependant, aux yeux des Américains, la colonisation britannique et l'expansionnisme américain
des États-Unis ne s'équivalent pas. Il y a pour les Américains un style qui leur est propre, un style colonial, même si le terme est refusé, un style colonial moins pompeux, moins soucieux de hiérarchie que celui des Britanniques, plus occupé par le développement économique et les infrastructures technologiques que celui des Britanniques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à cette époque, le projet du canal de Panama est si important, puisque les Américains avaient repris donc aux Français le projet du canal de Panama après l'échec de la compagnie française, en misant sur leur technologie et leurs ressources financières et en pariant sur le fait qu'eux pourraient réussir là où les Français avaient lamentablement échoué. Et les Américains, les États-Uniens, disons, estimaient être en mesure de surpasser les Européens en bénéficiant justement de cette technologie et de ces apports techniques. Et donc, c'est à la fois l'idée d'une colonisation anglo-saxonne, mais l'idée d'un tutorat américain, finalement, qui s'impose, d'autant plus que, pour se différencier des Britanniques, la guerre des Britanniques menée contre les Boers en Afrique du Sud entre 1899 et 1902 a été très critiquée aux États-Unis. Et donc, cela a accentué l'idée de l'invention d'un nouveau langage qu'on peut qualifier d'ailleurs de, me semble-t-il, de langage de modernisation, mais à l'extérieur des États-Unis, d'un langage colonial censé exprimer le projet universaliste des États-Unis. Dans la réalité, il s'agit bien de colonisation, mais les Américains s'épargnèrent en quelque sorte les contraintes politiques d'un pouvoir colonial explicite et formel. L'autre caractéristique et l'autre conséquence de cette idéologie anglo-saxonne, c'est que certains groupes migrants font l'objet évidemment de soupçons et d'une racialisation très accentuée, en particulier les migrants venus d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud, qui ne sont pas considérés comme tout à fait noirs, ou en tout cas colored, mais qui sont considérés comme une sorte de version affaiblie, problématique, métissée en quelque sorte, et donc suspecte de la race blanche. La race anglo-saxonne, en effet, a développé une civilisation supérieure en raison de ses qualités intrinsèques, un mélange de sang nordique avec des apports hellènes, comme on peut le lire dans certains ouvrages du début du XXe siècle, Origins of the Anglo-Saxon Race, par exemple, de Thomas William Shaw, tandis que cette civilisation se trouve en quelque sorte menacée par les millions d'Européens d'Europe du Sud et de l'Est qui arrivent. Ils appartiennent à d'autres races latines, juives, slaves, de qualité douteuse. Et on pourrait, de ce point de vue-là, mentionner le centre d'accueil des migrants d'Ellis Island au large de New York, inauguré en 1892 et qui permet justement d'évaluer par toutes sortes de procédures les indices susceptibles d'altérer la race anglo-saxonne. Dans The Passing of the Great Race en 1916, Madison Grant, un anthropologue eugéniste fameux de l'époque, détaille l'histoire raciale du monde en s'inspirant de Gobineau et conclut comme lui en prévoyant le métissage de la race supérieure par des races de qualité moindre. Et donc, de ce point de vue-là, du point de vue de Madison Grant, cela justifiait l'arrêt de cette immigration néfaste à tous égards, ce qui fut fait effectivement par les lois de 1921 et 1924 qui réduisaient l'immigration à portions congrues, en particulier l'immigration d'Europe orientale et l'immigration d'Europe du Sud dans
une époque marquée aussi par les craintes politiques après la révolution bolchevique. Et donc, cette notion d'anglo-saxonisme a des effets évidemment évidents avec les lois, l'interruption de l'immigration qui ne reprendra fortement aux États-Unis qu'avec la loi de 1965. Donc, entre 1924 et 1965, l'immigration européenne, mais aussi du reste du monde, a été interrompue avec évidemment des conséquences catastrophiques, en particulier pour les réfugiés européens dans les années 1930. Du côté des autres migrants, en particulier des migrants asiatiques, leur sort était scellé, puisque dès 1882, une loi vise spécifiquement les migrants d'Asie en leur interdisant l'accès au territoire américain. Cette loi a été votée suite à des campagnes de presse très nombreuses sur les dangers sanitaires en particulier posés par les migrants chinois s'installant dans l'ouest des États-Unis, en Californie, et des dangers d'ailleurs à la fois sanitaires avec des maladies, et puis bien entendu des dangers en quelque sorte raciaux à propos de ces migrants. Et donc la loi sur the Chinese Exclusion Act, la loi d'exclusion des Chinois, le terme de Chinois d'ailleurs dans cette loi couvre en fait les Asiatiques de l'Est, pas simplement les Chinois, mais aussi les Vietnamiens, les Coréens, l'Asie du Sud-Est, mais les Chinois sont considérés comme en quelque sorte en position centrale. Cette loi est la première loi d'exclusion raciale des migrants votée aux États-Unis. Elle est concomitante d'ailleurs d'une autre loi sur les personnes likely to become a public charge, les personnes qui sont susceptibles de devenir une charge publique, donc les personnes ayant un handicap physique ou mental étant aussi visées par cette loi concomitante. Mais la loi, le Chinese Exclusion Act de 1882, est bien la première loi d'exclusion raciale. Et l'historienne Mae Ngai, NGAI, a fait le lien entre cette loi de 1882 et puis le sort réservé aux Japonais ou aux Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été arrêtés, privés de leurs biens, persécutés et rassemblés dans des camps, dans des régions désertiques des États-Unis, quelque chose qui a été bien étudié et qui a fait l'objet d'une reconnaissance et d'excuses officielles de la part du gouvernement américain à la fin du XXe siècle. Et donc, je vais conclure là en disant que cette fin du XIXe, début du XXe siècle, se caractérise effectivement par l'invention d'une double citoyenneté, c'est-à-dire d'une citoyenneté assortie de droits pour les uns, d'une citoyenneté sans droit pour les autres, sur des critères qui sont bien des critères raciaux, qui excluent en particulier la population noire, c'est celle qui pèse le plus lourd, notamment dans le sud des États-Unis. Elle se caractérise aussi par un expansionnisme impérial assorti d'une idée par laquelle la civilisation anglo-saxonne est supérieure, et notamment la technologie américaine susceptible d'arracher du sous-développement, ça c'est un terme entre guillemets, des peuples que le colonisateur espagnol n'avait pas les moyens d'élever en quelque sorte dans l'échelle de l'humanité, et d'un discours aussi racial sur les migrants, y compris les migrants venus d'Europe, les migrants chinois, mais aussi les migrants venus d'Europe, que l'on distingue racialement en
en allant jusqu'à les exclure de la possibilité de migrer aux États-Unis à partir du début des années 20. Et donc, cette période-là, elle est bien caractérisée comme dans d'autres régions des Amériques, me semble-t-il, elle est bien caractérisée par le triomphe d'un discours racialisé, d'un discours qui est un discours d'exclusion, bien sûr, mais aussi un discours de domination à l'intérieur des États-Unis et puis aussi à l'extérieur en lien avec l'expansion impériale du pays. Merci. Merci beaucoup, Pape, pour ce propos, là aussi, cet exposé centré sur la période allant charnière, période matricielle, allant de la fin du 19e au début du 20e. Peut-être qu'avant de vous céder la parole, à la fois Yves, Paul-Henri, si vous le souhaitez, mais également à celles et ceux qui nous suivent en ligne ou qui sont aujourd'hui dans la salle, puisque donc pour la première fois, nous reprenons place dans les locaux ici, donc du campus Condorcet. Peut-être un élément de réflexion et d'interrogation par rapport à là où vous avez toutes et tous deux laissé le propos, Emmanuel et Pape. En l'occurrence, ce moment, donc à la fin du 19e, début 20e, où se constituent donc ces citoyennetés à double ou à triple niveau peut-être, mais néanmoins période au cours desquelles ces mêmes citoyens de seconde ou troisième zone vont devenir des acteurs essentiels du projet national, des projets nationaux, au sens où The Winning of the West de Ted Roosevelt ou Commerce et civilisation de McKinley. Néanmoins, ceux qui vont porter le projet anglo-saxon, à Cuba ou à Puerto Rico ou dans les Philippines, les premiers qui débarquent sur les plages de Daiquiri, c'est les Buffalo Soldiers, c'est les régiments de couleur, qui vont y compris être en première ligne dans les combats contre les Espagnols, qui vont parfois avoir un rôle absolument central dans certaines batailles. Je pense notamment à la bataille de San Juan, au cours de laquelle Ted Roosevelt justement intervient à la tête de ces Rough Riders. Et l'image d'Épinal qui en sort, c'est que effectivement, c'est les Rough Riders qui reprennent la colline qui domine Santiago de Cuba, donc au printemps 98. Mais néanmoins, ce sont des régiments noirs qui ont percé les lignes ennemies. Et pareil, parmi les premiers enrôlés, non pas de force, mais en tout cas fortement incités à porter les couleurs états-uniennes pour aller combattre en Europe, c'est des troupes portoricaines, après le Jones Act de 1917, je crois, qui leur donne justement, qui concède à ceux qui acceptent d'aller combattre sous uniforme américain, justement d'être incorporés à la nation américaine. C'est-à-dire que, disons que les vecteurs et les acteurs de ce projet expansionniste, ça va être un peu tout le paradoxe, vont être des soldats qui répondent assez peu, en fait, au bout du compte, à la blanchité du projet tel qu'il est proposé dans ces grandes lignes. Et pareil, du côté sud-américain, ceux qui vont être les acteurs de la redéfinition des projets nationaux, y compris en termes frontaliers, je pense à la guerre du Pacifique dont a parlé Emmanuel, 1879-1884, mais également la guerre du Chaco, Paraguay, Bolivie, c'est des troupes, on va appeler indiennes, la tropas indias, et qui, y compris, dans le cas paraguayen, le soldadito guarani, qui va acquérir un peu des lettres de noblesse et qui va revenir justement sur le devant du discours national, de l'idéologie nationale, mais toujours avec cette problématique, parce que d'un côté, ils sont exclus de la nation, et de l'autre, c'est ceux qui vont aller combattre pour la nation. Donc, comment vont se jouer à la fois ces tensions, comment elles vont se redéfinir, et j'imagine comment elles vont aussi après se resignifier, puisque, tu disais toi-même, pour finir, en 1936, la loi censitaire bolivienne change justement par rapport à la question
des Indiens qui sont dévolus au service domestique, parce que c'est aussi ceux qui sont allés combattre dans le Chaco. Mais néanmoins, avant d'intégrer pleinement la citoyenneté, plusieurs années vont passer, et pareil pour les États-Unis. Je ne sais pas si Pape, Emmanuel, qui commencer comme vous voulez. Oui, donc en effet, en fait, il me semble que c'est justement l'idée d'inclusion subordonnée que tu poses là. C'est-à-dire qu'en même temps, on crée des espaces où ces groupes racialisés peuvent agir, mais toujours sous contrôle, et un contrôle qui s'exerce de façon très verticale, c'est-à-dire qu'ils sont assignés à des positions. Ces soldats, c'est de la chair à canon, ce n'est pas des officiers. Et il n'est pas prévu, il n'est pas anticipé qu'ils ne deviennent nécessairement, il n'y a plus rien à voir, mais ça reste des cas exceptionnels. Donc, cela vaut aussi, je pense notamment aux femmes, quand on fait des études de genre à cette même période, les écoles s'ouvrent aux femmes, et certaines professions s'ouvrent aux femmes, mais lesquelles? Maîtresse d'école, infirmière, dans le care, c'est-à-dire finalement quelque chose qui reste lié à une certaine conception de la féminité, une conception très verticale, et qui elle aussi inclut, en offrant à ces femmes finalement une place dans l'espace public, mais une place restreinte et toujours sous contrôle. Dans le cas d'une époque postérieure, par exemple, dans les pays anglais que j'ai travaillé, notamment avec l'indigénisme, on a encore un discours d'émancipation plus ouvert et plus marqué, puisqu'on dit qu'il s'agit de transformer la situation socio-économique de l'Indien, mais on n'envisage pas non plus une école qui lui permette de devenir médecin ou avocat. Il reste toujours assigné à des positions et finalement il reste un objet. Et c'est le cas aussi des populations noires et dans une certaine mesure de certains groupes samos. Il n'empêche, alors après c'est une question de dosage, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide pour le dire de cette façon, qu'en effet ces ouvertures créent des conditions d'émergence de contre-discours, voire d'acteurs qui s'opposent à ces projets de construction nationale et qui s'efforcent de formuler d'autres projets. 1925, la chute du libéralisme en Équateur, c'est un groupe de jeunes officiers progressistes qui sont des métis, issus de ces écoles créées par la révolution libérale et qui exigent plus de citoyenneté, une plus grande ouverture de citoyenneté. D'ailleurs, ils récupèrent un langage, certains termes du socialisme, ils disent œuvrer dans l'intérêt du prolétariat. Et c'est valable pour tous les pays d'Amérique latine, et qu'on pense aussi au mouvement étudiant, à l'APRA au Pérou. Et donc, il y a, je pense, et tu parlais de quelque chose de matriciel, quelque chose aussi de l'ordre de la gestation, dans les conditions qui sont créées pour permettre à ces groupes de devenir acteurs. Alors pour les populations autochtones, je pense qu'il faut vraiment encore attendre la deuxième moitié du XXe siècle, évidemment. Mais pourtant, alors je ne reviendrai pas sur Guerrero, mais une de ses théories, c'est qu'il crée, la révolution libérale en Équateur a créé des mécanismes qui permettent tout à la fois de contrôler les Indiens, mais qui leur donnent aussi les moyens de se saisir de la justice contre les propriétaires terriens qui abusent de leurs droits. C'est vrai que les régiments américains qui s'emparent de Cuba en 1898 comprennent des unités de soldats noirs, les fameux Buffalo Soldiers, qui s'illustrent dans certaines batailles. Mais on pourra faire deux remarques à ce sujet. La première, c'est que ces soldats sont comme le disait Emmanuel aussi, ce sont des supplétifs. En fait, ils n'atteignent pas, ils n'ont pas de poste de commandement ou même simplement des postes de sous-officiers. Ils sont maintenus dans des positions très, très subordonnées. On pourrait, de ce point de vue-là, les comparer aux soldats coloniaux des armées impériales françaises ou britanniques à la même époque. Et la deuxième remarque que l'on pourrait faire, c'est que l'incorporation de ces Buffalo Soldiers dans l'armée, dans les régiments, disons, américains de l'époque, s'est faite en dépit de très vives critiques dans la presse africaine-américaine et de la part de figures
comme Du Bois, par exemple, qui estimait que se battre au nom de la liberté et contre l'oppression coloniale espagnole, alors que sur le territoire américain, on est oppressé, cela n'avait pas de sens. Et donc la dénonciation de l'hypocrisie, en quelque sorte, du discours des États-Unis, du discours de liberté et d'émancipation qui était tout à fait central dans l'installation des Américains, des États-Unis à Cuba ou même aux Philippines. C'était la même chose. Le grand tournant, c'est peut-être la Première Guerre mondiale. D'abord parce que l'échelle de mobilisation des soldats est très, très supérieure à 1898 et en plus parce que les soldats noirs américains qui arrivent en France, qui sont près de 200 000 au moment de l'armistice en 1918, fait qu'ils découvrent un pays, ils échangent avec d'autres soldats, des soldats français ou des soldats coloniaux, par exemple. On en a de multiples témoignages et ils reviennent avec une politisation, une ouverture sur le monde qui n'existait pas avant. C'est une forme de connaissance du monde que la Première Guerre mondiale. Et donc là, il y a bien quelque chose qui se passe et qui engage d'ailleurs une répression extrêmement féroce contre les vétérans africains-américains de la Première Guerre mondiale. Mais 1898 se fait sous une opprobre générale dans le monde noir. En tout cas, ces soldats-là sont fustigés pour trahir en quelque sorte la cause de l'émancipation aux États-Unis même. Merci également. En parallèle, nous étions en train d'observer certaines questions qui défilent justement sur le bandeau de discussion. Yves et Paul-Henri, est-ce que vous avez des... Je veux bien faire une ou deux remarques concernant les Andes. D'abord, bien sûr, j'adhère totalement à la grille qu'a proposée Mme Fernet. Je voudrais ajouter une ou deux choses, peut-être. D'abord, des portes ouvertes, mais quand même, il ne faut jamais oublier de les enfoncer quand les indépendances arrivent dans les Andes. C'est bien un projet exclusif minoritaire qui est mis en place. C'est-à-dire que la grande majorité de la population, elle n'est pas blanche, elle n'est pas de ceux qui dominent. Et c'est donc même si pendant les guerres d'indépendance, les Indiens, même s'il y a même eu des processus électoraux qui étaient plus universels que ceux qui sont mis en place ensuite, on est face à un dispositif, une construction d'un projet national exclusif d'exclusion. Et c'est donc un long process de transformation de cela auquel progressivement on va assister dans les Andes avec toutes ces composantes qu'a évoqué Emmanuel. Mais moi je crois qu'il faut toujours dire ça parce que au fond l'incorporation progressive dans un projet républicain d'une citoyenneté, je dirais, inclusive, n'a rien d'évident. Elle est même, c'est même une construction qui se fait très forcément, très difficilement, au-delà même de la conception, je dirais, raciale ou d'exclusion raciale. C'est quelque chose qui est consubstantiel. Et de fait, on va le voir pendant tout le 19e et une partie du 20e siècle, même, et y compris avec les changements que l'évolution des structures, l'indigénisme, etc., a provoqué. La deuxième remarque que moi je veux faire, c'est sur l'économie. Parce que, bien sûr, le dispositif qui naît des indépendances et qui est une sorte de ruralisation, reféodalisation de l'espace, fait que, malgré cette société d'exclusion que j'évoquais tout de suite, ce projet d'exclusion, il y a une
fonctionnalité du dispositif de domination féodal, où l'Indien est dans ce rapport de domination et devient, je dirais, tout à fait fonctionnel avec le système. Et donc, la question de l'Indien se pose d'une façon très particulière, qui est pas seulement celle de l'altérité, mais aussi celle du paternalisme, mais aussi celle de la domination, etc., etc. Et à la fin du siècle, évidemment, l'apparition du salariat, le changement vraiment des rapports de production introduit des nouveautés très importantes dans la relation avec les groupes dominés et avec l'Indien. Et à la limite, je dirais presque un accroissement, alors là, très fort, un accroissement, s'il est possible de parler d'accroissement, de la relation d'exclusion raciale, alors, cette fois-ci, directement raciale, je dirais, à l'égard de l'Indien. Mais alors, il y a quand même des ironies dans tout ça, parce que à partir de 1850, par exemple, au Pérou, on fait venir de près de 10 000 kilomètres pour rentrer dans des logiques de production nouvelles et qui contredisent effectivement la logique de la SEDA, alors des coulis chinois par milliers, dans une relation d'une précarité très grande qu'on connaît dans d'autres endroits du monde, hein, l'engagement des Indiens dans les territoires de l'océan Indien, des choses comme ça, et qui font que jaune, noir, etc., pour ce nouveau dispositif économique et de production, on est, si j'ose dire, pas regardant sur des considérations de type directement racial. Alors, je ne peux pas dire... Il y a évidemment un racisme de l'altérité, ça ne fait aucun doute, pour reprendre ce terme-là. Mais en même temps, on voit bien que la logique des productions économiques aussi intervient dans tout cela, et que, au fond, ces questions-là sont quand même au cœur par ailleurs, les formulations idéologiques sur ce qu'est le peuple, de quoi est-il composé, etc. D'ailleurs, ça continuera, puisque après, évidemment, avec l'indigénisme, puis avec le marxisme, avec les sept essais de Mariátegui, etc., on est encore dans une nouvelle étape. Donc moi, de ce point de vue-là, je pense que c'est un élément perturbant dans la problématique, mais c'est un élément important, cette question des relations de production, des rapports économiques, du développement économique. Et puis, un dernier point, c'est effectivement sur le processus progressif de l'indigénisme, hein, qui est bien incorporez-vous à la société que nous vous proposons, hein, qui n'est pas égalitaire du tout. Et effectivement, la guerre du Pacifique joue pour moi un rôle très fondamental, alors en Bolivie et au Pérou, par ordinateur bien sûr, en Bolivie et au Pérou, parce qu'on voit bien qu'il y a un discours, comme le disait Emmanuel, il y a un discours sur l'Indien apathique, l'Indien, etc. Et or, plein d'études montrent que c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est bien à Lima que les oligarchies ont cédé, ont fui, etc. Lima todo se cojoda, comme on dit. Mais que dans les hautes terres, ce sont les meilleurs patriotes du Pérou ou de Bolivie, c'est bien les Indiens. Et donc il y a la construction d'un discours, je dirais, il y a une dialectique entre la construction de deux discours, si j'ose dire. Un discours qui est celui, effectivement, de l'apathie, du blanchiment, de l'apathie de l'Indien, du blanchiment de son incapacité, etc. Et puis le mouvement profond, progressif, de l'intégration quand même de l'Indien à cette communauté nationale, puisque
il y a un nationalisme sans nation, comme disait Marie-Danielle de Velas pour la Bolivie, il y a un nationalisme sans nation et il est exprimé par les Indiens. Et donc effectivement, c'est pour ça que je parlais de ce projet d'exclusion au début, après l'indépendance. Donc c'est, me semble-t-il, quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte dans une Amérique latine où comme vous le disiez, et Martino aussi, la République ne signifie jamais la citoyenneté égalitaire, hein, c'est jamais ça la République. Et alors au Brésil c'est encore plus marquant puisque tout de suite après la chute de l'Empire, hein, donc on est en 1888-89, ben, au fond le projet brésilien est un projet très exclusif d'une construction avec un blanchiment voulu. Les positivistes sont sur cette ligne. Par exemple, pardon de faire cette comparaison, mais quand même, ça a une importance parce que de nouveau, on est face à un pays qui est né avec une majorité large de personnes qui n'étaient pas ceux qui avaient fait l'indépendance, mais bien alors là, les esclaves noirs du Brésil, et contre lesquels, en quelque sorte, l'unité du Brésil se fait, d'une certaine façon. L'unité politique du Brésil se fait pendant les premières décennies. Et alors, effectivement, en écoutant le pape, je me disais qu'il y avait quand même des parallélismes à observer, à regarder dans ces constructions-là, non seulement à travers le projet national de départ, et puis à travers l'évolution des structures économiques que le développement des États-Unis implique. Voilà, c'est quelques remarques. Pas ça. Merci Yves pour ces remarques également. Une question qui porterait, qui serait pour Emmanuel, voilà, que nous voyons dans la discussion, une parmi d'autres, peut-être y compris que nous allons les collecter, essayer d'y répondre sous un format ou un autre pour celles qui arrivent auxquelles nous ne pourrons pas répondre. Et puis après, une réflexion sous forme de questions à la fois pour nos deux intervenants. La question pour Emmanuel, de la part du public, est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur ce lien, sur cette contradiction entre d'un côté la construction d'une vision très misérabiliste justement de l'Indien entre guillemets évidemment, et en même temps le projet de régénération nationale que portent les élites ou les soi-disant élites ou les oligarchies de l'époque. Et comme le disait précédemment Yves, effectivement, comment, alors que ces mêmes oligarchies sont elles-mêmes responsables de l'arriération, elles vont donc jeter la pierre aux Indiens, et en même temps, les Européens d'ailleurs leur rendront bien l'appareil, puisque Simon Patigne, le baron de l'Étain, sera toujours traité comme un Indien à Liverpool et à Paris, et à Londres, alors que justement lui-même dit que c'est à cause de ses propres Indiens que sa productivité est si basse. Et aussi, voilà, la faute de la défaite imputée aux troupes indiennes, alors que c'est les officiers eux-mêmes qui n'ont pas été capables de combattre, en tout cas de concevoir stratégiquement des plans de défense cohérents. Donc voilà, ces deux éléments. Alors déjà, rapidement, une remarque, c'est qu'en effet, la question de la race, pour ces élites, les exemples de toute responsabilité. C'est pas leur faute. C'est racialement, c'est attardé, c'est archaïque et dégénéré, qui portent la responsabilité des dysfonctionnements, quel que soit le champ militaire, économique, la faible productivité, c'est leur comportement archaïque qui en sont responsables. Donc je pense que d'une certaine façon, le succès de l'idée de race est aussi lié à ça. Enfin, voilà, c'est un avis personnel, on pourrait après approfondir à la lumière de plusieurs textes et discours. Alors, sur cette idée d'une vision un peu misérabiliste de l'Indien, ça c'est très équatorien.
où c'est toujours el pobrecito, el pobre niño, et qui crée d'ailleurs quelque chose qui parfois reste ancré au XXIe siècle dans l'imaginaire collectif, c'est l'Indien, la chosita, l'ovejita, dans sa petite misère rurale. Bon. Comme si l'Indien était dénué d'agentivité, d'ambition, d'action, d'autonomie. Et en fait, c'est évidemment une représentation extrêmement paternaliste et qui est mobilisée par les élites au pouvoir comme un mécanisme légitimant le contrôle accru sur ces populations. Et quand je dis le contrôle accru, c'est-à-dire un contrôle qui passe désormais par des mécanismes publics relevant de l'État et de ses institutions, et non plus par des acteurs privés, le curé ou le terrateniente, le grand propriétaire terrien. Donc, cette image misérabiliste de l'Indien, le malheureux, et qu'il faut sauver, et qu'il faut sauver même malgré lui, est un profond levier pour justifier le projet porté par la révolution libérale dans le cas équatorien. Alors on le retrouve aussi chez certains penseurs en Bolivie et aussi au Pérou, mais cette vision misérabiliste n'empêche pas en même temps l'existence d'une représentation de l'Indien qui peut à n'importe quel moment devenir un facteur de trouble et de désordre social. Et on le retrouve même chez les plus généreux des penseurs libéraux. Et donc, cette vision misérabiliste, verticale et paternaliste est aussi en même temps empreinte de ce qu'on a pu appeler la peur blanche, ou que Mercedes Prieto appelle dans un ouvrage el liberalismo del temor, le libéralisme de la peur. Mais voilà, dans cette représentation. Évidemment, le misérabilisme ici est lié à l'idée de raza vencida, une race broyée, vaincue par l'histoire. Pardon. Je voulais juste rebondir là-dessus pour dire que du côté des États-Unis, la vision misérabiliste des Amérindiens est évidente jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'ajouterais en plus la dimension de l'Indien misérable et alcoolique. Hein. La question de l'alcool est une question très, très, très présente. Je ne sais pas si c'est le cas aussi en Amérique latine. Ça fait partie des comportements qui fonctionnent comme des venins agissant sur la dégénérescence. Oui, oui. Bien entendu. Alors que ce sont évidemment les colons européens qui ont fourni de l'alcool en très grande quantité, y compris pour extorquer les traités au XIXe siècle. Hein. Il y a des travaux là-dessus sur la manière dont on alcoolisait les responsables indiens avant de les forcer à signer des traités qui sont aujourd'hui remis en cause. Mais une grande différence entre, quand même, me semble-t-il, c'est entre le Nord et le Sud, ici, c'est la question démographique, c'est-à-dire que les Indiens d'Amérique du Nord ne pesaient pas et n'ont jamais pesé démographiquement d'une manière telle qu'ils puissent constituer une menace politique. Et donc, on leur accorde des droits et on les place aussi dans une sorte de hiérarchie raciale qui est supérieure, en fait, aux Noirs américains. Ils obtiennent la citoyenneté en 1924 avec, comme dans certains États, le droit de vote, dans d'autres, pas le droit de vote, mais ça c'est réglé en 1948. Mais dans tous les cas, ils ne pèsent pas politiquement. Donc, il me semble que de ce point de vue-là, c'est plutôt l'idée, au fond, qu'on peut leur accorder des droits, mais que ça n'aura pas d'effet particulier sur la vie politique américaine. Pour les Noirs américains, et notamment dans le Sud au début du XXe siècle, là, c'est tout autre chose, parce qu'ils sont majoritaires dans des États comme la Caroline du Sud, l'Alabama, le Mississippi. Ils ont des sénateurs jusque dans les années 1870. Le Mississippi a 2 sénateurs noirs, des milliers de représentants politiques. Il y a une vie politique extrêmement active qui est liquidée à partir des années 1890 avec la privation du droit de vote. Le troisième élément que je voulais dire, c'était à propos de la citoyenneté, c'est-à-dire on voit bien comment on peut inventer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un effet aujourd'hui de lecture qui est dont il faut peut-être se méfier, c'est que pour nous aujourd'hui, la citoyenneté, elle est liée à des droits.
à des droits civiques, à des droits culturels, à des droits sociaux, mais on peut très bien inventer, si je puis dire, une citoyenneté vide, en fait, une citoyenneté simplement de devoir, une citoyenneté qui rassemble une communauté nationale, mais simplement autour de droits, de devoirs. Et donc, c'est bien ça aussi, me semble-t-il, que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que on invente une citoyenneté vide, en fait, une citoyenneté qui simplement est assortie de devoirs, mais sans aucun droit particulier associé à elle. Et donc, on peut, je pense, voilà, je pense qu'il y a, il faut penser aussi la possibilité d'une citoyenneté en quelque sorte vide de droit. Et donc lié à la race, évidemment. Pour rebondir peut-être avant-dernière question, avant de clore le séminaire et m'adresser à tous les deux, vous êtes toujours revenu sur la façon dont, à la fin du 19e, début 20e, phénomène qui perdure en fonction des pays, on assiste à un processus de racialisation des nouveaux arrivants, avec une classification particulière, effectivement, en fonction des pays d'origine. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve et qui perdure, y compris aujourd'hui, dans cette bonne vieille Europe démocratique, aux Pays-Bas, par exemple, où les habitants qui ont un migrant background sont différenciés entre ceux qui auraient un western background, dans lequel on incorpore évidemment tous les Européens sauf les Turcs, mais on intègre aussi les Australiens, les Japonais, les Indonésiens, et les autres, les Surinamais, Aruba, Curaçao, enfin ceux qui seraient moins désirables. Mais il y a cette volonté, en tout cas, de classification qui, dans un certain nombre de pays, existe, qui se structure parfois avec le même, qui reprend des grilles de construction qui ont été appliquées à la période républicaine, y compris au cours de la période coloniale. Je me demandais justement, est-ce que vous pouviez revenir là-dessus et peut-être approfondir la question politique, c'est-à-dire jusqu'à quel point ils ne sont pas désirables parce que idéologiquement non désirables ou pas en adéquation avec l'idée de blanchité qu'on veut se faire d'un certain nombre de pays, ou parce que aussi classe laborieuse, classe dangereuse, et certains sont très politisés, c'est-à-dire à Haymarket ou à Buenos Aires lors des 1er mai, des premiers 1er mai, on y parle toutes les langues du monde, sauf quasiment l'anglais et l'espagnol. On parle yiddish, allemand, français, etc. Et en même temps, comment ces nouveaux migrants sont parfois accusés de dévoyer et pervertir les vrais autochtones. C'est-à-dire que c'est eux qui vont donner des idées aux Africains-Américains, aux Indiens, qui vont les initier au marxisme, à l'anarchisme, au syndicalisme révolutionnaire, etc. Et quelles sont ces tensions qui se dessinent à ce moment-là sur ces questions des nouveaux arrivants qui eux aussi sont racialisés? Peut-être pas pour commencer, et puis Emmanuel. Oui, bah c'est très juste. Cette racialisation, elle a plusieurs facettes. Il y a une facette que je qualifierais de raciste pur et dur, au sens où ces nouveaux arrivants font l'objet de travaux d'anthropologie physique, des travaux médicaux aussi, leur associant des maladies et des traits physiques et mentaux particuliers qui sont susceptibles de contaminer le corps national. Il y a toujours la question des maladies infectieuses est très importante à la fin du 19e siècle. La fièvre jaune pour les uns, la tuberculose pour les Européens de l'Est, etc., etc. Il y a toujours cette idée de l'arrivée des germes qui viennent contaminer
le corps national, si je puis dire. Donc, il y a cette dimension-là, qui est une dimension très, très liée au corps eux-mêmes. Et puis, il y a d'autres dimensions, notamment cette dimension politique que vous soulignez, l'anarchisme de la fin du 19e siècle, les attentats anarchistes qui impressionnent beaucoup. Aux États-Unis, un président est assassiné, en France aussi d'ailleurs, à peu près à la même époque. Il y a des attentats extrêmement spectaculaires. Et puis, bien sûr, le socialisme, et sans parler de la révolution bolchevique dont je parlais, qui occasionne le renvoi d'ailleurs d'un très grand nombre de ces migrants particuliers est-européens vers retour à l'envoyeur, vers l'ancien empire russe. Et puis, il y a d'autres dimensions qui sont des dimensions par lesquelles leurs traits culturels, leurs mœurs sont incompatibles avec la vie aux États-Unis, les langues, leur saleté. Il y a toute une littérature sur la crasse des migrants qui ne se lavent pas, et évidemment, il y a un lien avec ce dont je parlais, avec la question de la maladie, mais d'une manière générale, leurs mœurs religieuses, leurs pratiques religieuses aussi, enfin tout un ensemble de traits qui sont inadaptés à ce que l'on doit attendre aux États-Unis. Donc c'est un ensemble en fait qui est évident, mais j'insisterai quand même sur ce substrat qui est quand même un substrat biologique et médical aux États-Unis, qui est extrêmement puissant et qui fournit une justification essentialisée en quelque sorte à l'impossibilité, ou en tout cas au fait que ces classes-là doivent être autant que possible limitées. Ce sont les lois d'immigration dont je parlais, en dépit des besoins de l'industrie américaine de l'époque. Et il y a bien aussi, effectivement, l'idée d'une contamination politique, c'est très juste, par le socialisme, l'anarchisme, un syndicalisme révolutionnaire, enfin tout ce qui est susceptible, là aussi, de pervertir et de menacer la politique et la société des États-Unis. Oui, alors pour répondre du côté des pays andins, la question de ces nouveaux arrivants se pose dans une moindre mesure, puisque finalement, ces politiques migratoires à grande échelle, on peut le dire, échouent. Il y a bien, dans le cas péruvien, avec une importation, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'était ça, importer de la main-d'œuvre, mais dans le cas des Chinois, avec une très grande crainte qu'en effet, cette main-d'œuvre, alors là je suis d'accord, pervertisse d'une certaine façon une sorte de culture nationale. Et il y a la crainte dans les trois pays, on le voit aussi du côté équatorien qui finit par interdire totalement l'arrivée des Chinois, que cette main-d'œuvre accepte, au-delà des postes où au départ elles sont assignées, d'aller s'engager ailleurs, de faire baisser le prix des salaires. Et là, il y a un raisonnement très économique. Et du coup, de prendre la place du travailleur péruvien ou équatorien. C'est dit explicitement. Et ça signe aussi un coup d'arrêt. Dans le cas de l'Équateur, il y a un décret en 1889 que les libéraux conservent ensuite. Il y a une explication de type culturel où finalement les mœurs et la religion de ces migrants chinois n'a rien à voir avec El Genio national, certes, mais il y a aussi un calcul bien compris du point de vue économique. Ils risqueraient, ces migrants chinois, et d'une façon, derrière chinois, ça peut être n'importe quelle origine asiatique, mais c'est le risque que représenterait la main-d'œuvre bon marché dans un marché du travail déjà extrêmement tendu. Voilà. Pour ce qui est de la contamination politique,
cette crainte existe dans une moindre mesure venant de l'extérieur en raison justement du nombre limité finalement de flux venant d'Europe. Et les idées en effet anarchistes, anarcho-syndicalistes, socialistes arrivent pourtant dans les trois pays, mais par l'Argentine qui, elle, devient un véritable laboratoire où viennent germer ces idées et s'adapter localement d'ailleurs. Et à travers des réseaux transnationaux, mais à l'échelle latino-américaine, très vite ces idées circulent. Et on a les grandes grèves nationales des années 1920 qui apparaissent peu de temps finalement après l'ancrage des premiers syndicats non officiels. Merci. Alors, peut-être pour vous laisser la possibilité de conclure, mais nous rapprocher aussi de la période plus contemporaine et changer un peu la focale et parler justement peut-être de ces thématiques-là sous un angle d'une agentivité plus grande ou d'un protagonisme à la première personne, la première personne du pluriel, on va dire, un nous collectif agissant. Comment justement après un moment, alors parfois de grande vie politique dont parlait Pape jusqu'aux années 1890, ou en tout cas vie politique assez limitée, à laquelle on ne s'attend pas, en tout cas la vision qu'on a aujourd'hui, intuitivement, on a l'impression effectivement que les choses évoluent de façon très linéaire, donc à une sorte de backlash avec donc, les lois qui permettent de contourner le 14e et le 15e amendement, y compris dans un certain sens dans la zone andine, avec peut-être une vie, alors si ce n'est politique, culturelle, en tout cas sociale, des éléments de société indienne qui sont parfois plus importantes sous la période coloniale que pendant la période républicaine, justement, ou après les grandes rébellions indiennes des années 1780. En tout cas, comment, au cours de la seconde moitié du XXe, ce qu'on pourrait appeler improprement donc ces minorités dont on a parlé jusqu'à présent, activement vont contester ce système de citoyenneté à deux, voire à trois vitesses, soit pour s'y intégrer ou s'intégrer différemment, ou tout simplement pour revendiquer la constitution de nouvelles formes justement de citoyenneté ou jeter les bases de nouveaux projets politiques radicalement distincts, c'est-à-dire passer d'une intégration subordonnée, dans le meilleur des cas, à une agentivité beaucoup plus réelle, collective, active et un protagonisme plus fort. Ça, du côté des États-Unis, très clairement, par des luttes politiques. C'est évidemment le mouvement pour les droits civiques qui est central ici, dont aujourd'hui on révise en quelque sorte la chronologie pour l'étendre au moins jusqu'à la fin le faire partir à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, et pas simplement du milieu des années 50, mais en tout cas d'une séquence qui s'ouvre après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où aussi les régimes totalitaires et le racisme le plus génocidaire se trouvent complètement illégitimés, invalidés, etc., par la guerre. Et donc, les systèmes de ségrégation, de même que d'ailleurs les systèmes colonialistes, se trouvent placés sur la défensive, et où des luttes, les luttes noires aux États-Unis parviennent à la fois à rassembler les ressources internes et externes qui faisaient défaut jusque-là, à trouver des porte-paroles éloquents. King, à partir de 1956, dans le sud des États-Unis, et à bénéficier aussi d'un contexte politique plus large qui leur permet de remettre en cause la ségrégation et la privation du droit de vote, avec un argument qui est celui de King. C'est un argument, au fond, qui consiste à considérer que les États-Unis peuvent se racheter.
en fait. C'est la grande différence entre un King et Malcolm X, c'est que pour Malcolm X, les États-Unis ne peuvent pas se racheter. C'est perdu, ils sont entièrement imbibés par une histoire malfaisante, en quelque sorte, depuis le départ, pour plein de raisons. Et donc, pour un Malcolm X, il faut penser au-delà des États-Unis, s'adresser à la communauté mondiale des hommes, aux Nations Unies, penser des questions à l'échelle internationale. Pour Martin Luther King, et je pense pour la majorité des Noirs américains, il y a quand même l'idée que, en dépit des catastrophes de l'histoire américaine, eh bien, il y a quand même quelque chose qui peut sauver les États-Unis, et on peut s'appuyer d'ailleurs sur la promesse universelle qui est celle de la Révolution américaine, non pas dénoncer la Révolution américaine en raison de cette promesse universelle, mais parce qu'elle a trahi cette promesse universelle. Et donc, dire que s'appuyer sur la déclaration de 1776, qui est bien une déclaration universelle, considérer que les États-Unis peuvent revenir sur cette histoire néfaste et en quelque sorte en compenser ou réparer les crimes du passé que les esclaves et leurs descendants ont subis, que les Amérindiens ont subi, etc. Donc il y a bien cette idée qu'on peut s'appuyer sur une promesse en quelque sorte dévoyée. Et c'est ça qui est très présent, me semble-t-il, chez King. Il croit que les États-Unis peuvent se racheter. Et c'est ça, c'est ça la force de son message, par opposition à des positions plus radicales qui au fond, dénoncent ce qui était perverti dès le départ et qui fait que les États-Unis ne peuvent pas se racheter. Oui, dans le cas des pays andins, mais plus largement de l'Amérique latine, c'est peut-être plus récent, c'est les années 1980, avec l'émergence de ce qu'on a appelé les mouvements indianistes, traduits parfois en français par néo-indigénistes, et qui marquent un tournant en ce sens que les peuples autochtones sont véritablement sujets. C'est-à-dire qu'on a vu jusqu'à présent, ils étaient objets des réformes, objets des discours, on parlait à leur place, on pensait à leur place, c'était pour leur bien, avec une verticalité, un paternalisme patent. Il y a eu l'indigénisme qui finalement continuait de traiter l'Indien en objet. Et puis certaines tentatives d'émergence, notamment d'éducation active bilingue dans les années 1950-1960, mais il faut attendre véritablement les années 1980 pour que les Indiens, je reprends le terme, enfin les peuples autochtones deviennent sujets. Et quand je dis sujet, c'est sujet de leur discours, sujet de leur action, et capable également de s'organiser, c'est-à-dire éventuellement de se doter de bras politiques pour entrer sur la scène politique et jouer le jeu des élections, des alliances avec des partis, parfois des alliances qui ont pu choquer d'ailleurs, notamment en passant des alliances, s'il le fallait, avec des partis très à droite, mais pour faire avancer seul, sans tuteur, sans tutelare, sans intermédiaire, sans blanc-métis parlant en leur nom, pour faire avancer seuls leurs idées. Et c'est là qu'on voit en effet poindre un autre modèle de nation possible, un autre modèle qui remet en question cet État national uniculturel hérité des indépendances et qui est le modèle de nation pluriethnique, plurinationale, et qui existe dans certains pays, notamment en Bolivie et en Équateur. Sur ces éléments je crois qu'on tient, y compris le temps, sur ces éléments de conclusion, sur d'autres, en tout cas, mondes possibles ou nations possibles, au-delà de toute vision étriquée justement de citoyenneté, comme disait Pape, justement de citoyenneté qui serait à la fois vide, qui serait des citoyennetés de devoir, de simple communauté nationale et pas de citoyenneté active et agissante. Je vous propose, Yves et Paul-Henri, peut-être quelques mots de conclusion, et en rappelant que nous allons essayer
d'une façon ou d'une autre, de répondre aux questions qui nous ont été envoyées et auxquelles on n'a pas pu donner d'éléments de réponse en tout cas, mais c'est quelque chose que nous ferons à brève échéance, en tout cas avant les écrits de la grecque, très certainement. Bon, alors d'abord, moi je voudrais remercier profondément et sincèrement et Jean-Baptiste, bien sûr, Emmanuel et Pape pour leur présence et tout ce qu'ils ont dit pour ce séminaire qui était parfaitement, au fond, d'actualité, en même temps cadré et ciblé sur ces questions-là. La deuxième chose est toute simple. Dans les 3 dernières minutes, on vient de prononcer une dizaine de fois un mot qu'on a assez peu prononcé pendant le séminaire, c'est le mot « nation ». La caractéristique de l'Amérique, c'est que depuis longtemps, avec les premières révolutions dans le Nord et les indépendances, elle est constituée de nations. Alors le terme, évidemment, a passé de mode, puis est revenu et revient très fortement aujourd'hui, avec évidemment la question de savoir comment on fait une nation sans société nationale au sens de la cohésion et de l'intégration et tout ça. Et bien voilà, c'est toujours la même question, parce qu'il n'y a pas de citoyenneté sans société nationale, et il n'y a pas de société nationale sans nation, et pas de nation sans société nationale. Voilà. Et il me semble que tous ces sujets restent tout à fait à l'ordre du jour.